هذا العدد برعاية MSD Santé Animale. Salam, restons avec le principe du One Health, une seule santé, et aujourd'hui intéressons-nous à la leishmaniose. Maladie à transmission vectorielle, et la plupart de ces pathologies sont des zoonoses. Maladies parasitaires provoquant des affections cutanées ou viscérales, très invalidantes, voire même mortelles si elles ne sont pas traitées. Elles sont dues à différents parasites transmis par la piqûre d'insectes communément appelé phlébotomes. الأمراض المنقولة معظمها حيوانية المصدر، أمراض طفيلية تسبب إعاقة شديدة إذا لم يتم علاجها. ما هي الأرقام في الجزائر وفي العالم؟ الخبراء يتحدثوا كثيرا على تأثير التغيرات البيئية والمناخية. ماذا عن إزالة الغابات وتوغل الإنسان في هذه المناطق؟ حالتي هيلثي سي تو سويت. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le docteur Mostafa Djoudi, vétérinaire, professeur à l'école vétérinaire de Blida. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur Lahdi. Très heureux d'être dans votre émission. مرحبا بك. Alors, la leishmaniose, pour la définir, كيفاش نقدروا نعرفوها؟ تقيس الإنسان، تقيس الحيوان، تقيس الاثنين. En fait, la leishmaniose est une anthropozoonose, c'est-à-dire une maladie qui est transmise de l'animal à l'homme. Actuellement, elle a été découverte par M. William Leishman en 1900, ce qui explique le nom de leishmaniose. Et par la suite, les frères Sergent, en Algérie, ont mis en évidence l'implication d'un vecteur, en l'occurrence le phlébotome. Ce phlébotome qui est un petit moustique qui va administrer, une fois qu'il va piquer l'animal, et va transmettre la maladie directement à l'homme. Donc les deux peuvent être touchés, aussi bien l'homme que l'animal. Tout à fait. Donc à partir de là, mais on dit souvent que le principal réservoir de cette maladie parasitaire, je précise, c'est le chien. Alors notamment les chiens errants, mais je suppose qu'on va revenir là-dessus. Certainement. Pour mieux expliquer. Alors comment se transmet finalement la leishmaniose de l'animal à l'homme? Vous venez d'expliquer cette histoire de moustique, c'est la seule façon? Alors en fait c'est la façon principale de la transmission de la maladie, parce qu'on appelle ça une maladie vectorielle. On a besoin d'un vecteur, puisque le parasite en fait il va poursuivre son cycle au sein de ce moustique qu'on appelle le phlébotome. Alors ce phlébotome, on l'appelle aussi le sandfly, c'est-à-dire une mouche des sables. C'est un très petit par rapport au moustique commun que l'on connaît actuellement. Donc rassurez-nous, ce n'est pas le moustique commun. Ah non, pas du tout, pas du tout. Et ce qui fait la dangerosité de ce moustique, c'est qu'il a un vol silencieux, comparativement aux moustiques qu'on connaît dans nos domiciles, etc. Et à partir de là, ce moustique-là peut piquer la personne sans qu'elle s'en rende compte du tout. Et il est très petit de taille. Donc il est plus petit que le moustique. Il est beaucoup plus petit que le moustique traditionnel que l'on connaît. D'accord. Et il se trouve partout? Il se trouve partout. Il vit, contrairement au moustique que l'on connaît, le classique, comme vous dites, en fait, il ne vit pas dans les eaux stagnantes, mais il vit dans les anfractuosités des habitations, des rochers, etc. C'est à ce niveau-là qu'il va trouver son gîte. D'accord. Alors, est-ce que عندنا أرقام في العالم وفي الجزائر فيما يخص مرض الليشمانيوز؟ Alors, فيما يخص مرض الليشمانيوز عندنا أرقام. Malheureusement, ces أرقام ils sont en hausse. Il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de 700 000 cas par an dans le monde qui sont déclarés, parce qu'il y a beaucoup de cas qui ne le sont pas. C'est ça qui fait la dangerosité aussi de cette affection. En Algérie, on a eu des pics, notamment en 1991, en 1997 et en 2010. Et les chiffres relativement récents, entre 2020 jusqu'à 2022, montrent une augmentation des cas, notamment dans l'ouest du pays. Et à ce titre, il faut savoir aussi que, à cause des dérèglements climatiques, etc., il y a des souches qui n'existaient pas dans le nord et que l'on retrouve actuellement dans le nord. Et je parle ici sous l'autorité de mesdames les professeurs Aitoudia et Bachi, qui ont fait des travaux là-dessus.
et qui pourront vous dire que, effectivement... De l'école vétérinaire aussi. Alors, l'une de l'école vétérinaire, l'autre de l'Institut Pasteur. Très bien. D'accord. Donc voilà, les chiffres sont malheureusement, ils ont une tendance haussière. D'accord. Et c'est une zoonose qui, pratiquement, est la première zoonose en Algérie. D'accord. C'est un problème de santé publique très important et très grave, je dirais. Donc là, réellement, on doit tirer la sonnette d'alarme pour un peu avertir. Là, il faut vraiment sensibiliser les populations sur la dangerosité de la leishmaniose, parce qu'on reviendra là-dessus d'ailleurs pour ce qui est de la leishmaniose en termes de maladie à proprement dit. C'est une maladie qui présente 3 formes. La forme viscérale, qu'on appelle le calahazar, la forme cutanée et la forme cutanéo-muqueuse. Je suppose qu'on reviendra sur... D'accord. Alors, maintenant, on va parler du chien, justement, parce que c'est de lui où vient cette maladie. Le principal réservoir étant le chien. Comment on va savoir que son chien a la leishmaniose? Voilà. Alors, pour ce qui est de l'Arad, lorsque on suspecte un chien de leishmaniose, le tableau clinique, il est assez typique, dans le sens où le chien commence à présenter de l'amaigrissement. Il va présenter ce qu'on appelle une onychogryphose. Alors, c'est quoi cette onychogryphose? En fait, c'est un allongement des griffes. D'accord? D'accord. Il va présenter un aspect de vieux chien, alors que le chien est relativement jeune. Même s'il est jeune, il va donner l'aspect d'un vieux chien. Il va vieillir. Il va vieillir, voilà. D'accord. Il va présenter des lésions cutanées, qu'on appelle dans notre langage scientifique le furfure amiantacé. Et c'est des lésions qui sont relativement typiques. En plus, il y a des problèmes oculaires, qu'on appelle aussi l'uvéite. Il y a les épistaxis, c'est-à-dire des saignements du nez, yaraf, d'accord. Et à partir de là, de façon unilatérale, c'est-à-dire qu'une seule narine. Donc tous ces signes-là doivent alerter le propriétaire. Par contre, je voudrais rajouter, si vous le permettez, une petite précision, c'est qu'il existe des prédispositions de race. Malheureusement, pour des propriétaires qui possèdent des Rottweiler et des bergers allemands, sachez que ces races-là sont prédisposées à la leishmaniose. Plus que d'autres. Plus que d'autres races. Rottweiler et berger allemand. Et berger allemand, voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a un comportement d'agressivité? Ah, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Le chien reste, dès l'instant où il est atteint de leishmaniose, il devient asthénique parce qu'il présente de l'anémie, etc. Donc il n'y a aucun changement dans son comportement. C'est le chien que vous avez eu depuis son jeune âge jusqu'à ce qu'il soit atteint, il restera le même. Donc si on résume bien, le chien perd de sa vivacité. Oui. Il يولي mou, يولي mou, يولي bon, كما نقولوا احنا بالعامية فنيان, etc. Tout ça c'est dû aux atteintes viscérales, parce que le chien, il faut savoir qu'il présente les 2 formes, viscérale et cutanée en même temps. D'accord? Il ne présente pas une des 2 formes, contrairement à l'humain qui présente soit la forme viscérale, soit la forme cutanée, soit la forme cutanéo-muqueuse. Très bien. Alors expliquez-nous justement cette histoire de forme de leishmaniose. Alors, pour ce qui est des formes de la leishmaniose, notamment chez l'humain, parce que ça présente un problème de santé. On est dans One Health, hein, donc on parle des 2 aussi. Exactement. Sans aucune difficulté. Et donc à partir de là, chez la personne, l'atteinte viscérale, elle se caractérise par un tableau clinique qui est assez typique, donc avec une anémie, avec ce qu'on appelle dans notre langage scientifique des splénomégalies et hépatomégalies, c'est-à-dire une augmentation du volume du foie et de la rate, et elle peut être très invalidante, dans le sens où ça peut nécessiter carrément une hospitalisation et une prise en charge très sérieuse, ce qui justifie justement le problème de santé publique. Donc là, ça devient, il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme avec ce type d'affection. Par contre, la forme cutanée, ça, elle est typique de nos régions, c'est la plus répandue. Donc, il y a elle est moins grave? Disons moins grave, c'est relatif. Voilà. Parce que, bon, il va présenter quand même, la personne atteinte va présenter des cicatrices indélébiles. D'accord. Quand, si je pouvais, je vous aurais montré des photos, c'est horrible. Ce qui se passe surtout dans les formes cutanéo-muqueuses, où par exemple la mâchoire, la lèvre supérieure est carrément bouffée par le parasite. D'accord. Alors pour revenir au phlébotome, dans son nom latin, phlébotome, qui vient du terme détruit les veines.
Et c'est pour ça qu'on parle chez le phlébologue, les phlébites, etc., parce que c'est une atteinte, le parasite va directement sucer le sang au niveau de la veine. D'accord. Très bien. Alors, on a parlé des différentes formes. On va parler maintenant du réchauffement climatique. Vous en avez fait allusion tout à l'heure. يعني هذا le changement هذا اللي يقيس البيئة والمناخ. كيفاش يأثر على هذا مرض الاشمانيوس؟ Alors là, je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse, le réchauffement climatique. En fait, on parle d'anthropocène. L'anthropocène, c'est une période géologique dans la vie de l'humanité et qui succède à l'Holocène. Et en fait, c'est un phénomène tout à fait naturel. Mais le fait des agissements de l'homme, l'homme a accéléré ce processus par justement l'industrialisation, l'urbanisation anarchique, beaucoup de phénomènes qui ont accéléré ce processus, et c'est pour ça qu'on voit actuellement beaucoup de changements dans le climat. On le constate tous les jours, les saisons ne sont plus les saisons, etc. Mais ça, c'est un phénomène naturel, j'insiste là-dessus. Donc pour vous dire que, en fait, on ne trouve pas de solution adéquate. Il faudrait que l'on puisse s'adapter. Et pour s'adapter, justement, il faudra combattre ce type de pathologie, dont la leishmaniose. Parce que le réchauffement climatique va favoriser la multiplication des phlébotomes, donc le vecteur de cette pathologie. Principal. Donc c'est le vecteur unique pratiquement de cette pathologie. Donc il faudra s'adapter, et une façon de combattre ce vecteur, c'est la seule façon d'éliminer cette maladie, ou du moins d'en diminuer les conséquences. C'est-à-dire ce dérèglement saisonnier et des températures bouleverse... favorise la multiplication du vecteur. Donc on a vu actuellement la maladie était cantonnée à certaines régions. Et certaines périodes de l'année peut-être. Certaines périodes de l'année où elle avait des pics. Mais actuellement, on peut observer des cas de leishmaniose, par exemple en Europe du Nord, ce qui n'existait pas auparavant. On parle de l'ancien monde qui regroupe l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Mais on parle aussi du nouveau monde, c'était les Amériques. Donc les Amériques, là aussi, du fait de leur climat, qui était déjà propice à la multiplication du vecteur, et qui, avec le réchauffement climatique, est encore plus propice à cela. Et le vecteur, par exemple, le phlébotome, a une activité nocturne, c'est-à-dire il piquait red. Mais on a remarqué, certaines études ont remarqué qu'ils avaient maintenant une activité diurne, notamment dans la journée. La journée dans le Nouveau Monde, notamment aux Amériques, et donc, Brésil, etc. Et donc le danger aujourd'hui est que ce moustique-là est présent à longueur d'année, et dans différentes régions. Tout à fait. Parce qu'il est à l'état endémique. Sachez que la leishmaniose ne disparaît pas comme ça. D'accord ? Et avec le réchauffement climatique, au contraire, elle va augmenter. C'est pour ça que les chiffres qu'on a annoncés, avec 700 000 et plus de cas recensés, j'insiste sur le mot recensés, parce que souvent il y a des cas qui ne le sont pas, et donc ce chiffre est à revoir à la hausse. D'accord. Et donc 700 000 et voire plus de cas par an dans le monde. Si je vous pose la question des défis et des perspectives maintenant de la santé mondiale vis-à-vis de cette maladie? Alors, l'OMS et l'Organisation mondiale de la santé est consciente de cette pathologie, et elle met les bouchées doubles pour pouvoir éventuellement la combattre. Mais sachez, croyez-moi, le combat contre ce type de maladie, je ne dirais pas qu'il est perdu, mais il n'est pas facile du tout. On imagine. Alors, la prévention. Comment prévenir justement pour éviter que son chien ait la leishmaniose? Alors, d'abord... C'est une question difficile, mais pour un veto, pas du tout difficile, non, pas du tout. Le vétérinaire, normalement, il... Le vétérinaire. Alors, j'ai omis de vous parler d'une constante qui est importante pour les vétérinaires et pour le cas de la leishmaniose. Je vous en prie. Il y a des chiens qui sont... On reste avec les canidés. Tout à fait. Les chiens, notamment, qui sont symptomatiques avec les symptômes qu'on a cités tout à l'heure. D'accord. Mais le danger vient des chiens asymptomatiques. Alors, certains chiens sont atteints
par le parasite. Il n'y a aucun signe. Et il n'y a aucun signe. C'est un peu, on revient le tableau du coronavirus. D'accord. Par exemple, le coronavirus, on a eu des personnes asymptomatiques qui pouvaient transmettre Et le qui virus. contaminaient sans être affectées. Et sans pour autant faire de signes cliniques. Et ça, c'est très, très important. D'accord. Alors, pour revenir à la prévention, en fait, la prévention, d'abord chez l'humain, il faut éviter de sortir, même pour son chien d'ailleurs, il faut éviter de sortir au crépuscule, le soir, par exemple. Ensuite, il faut porter des vêtements qui soient assez amples pour pouvoir vous protéger. Et un des facteurs pour protéger la personne ou l'animal, c'est d'utiliser des moustiquaires. Mais ce n'est pas les moustiquaires qu'on connaît, non. Je vous l'ai dit au début que le moustique, le phlébotome, est très petit par rapport... Donc il arrive à passer par les mailles. D'accord. Les mailles du filet. Donc il faut des moustiquaires adaptés. Et ces moustiquaires, qui plus est, seront imbibés de produits répulsifs, de la deltamétrine, etc., etc. Donc là, c'est les seuls moyens de prévention. Aussi bien chez l'homme que chez l'animal. Que chez l'homme que chez l'animal. Et on estime ou on prétend qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches en la matière. Il y a beaucoup de recherches. Pour justement découvrir... Pour découvrir non seulement les vaccins, mais aussi les sources. Alors, les sources, vous avez ce qu'on appelle le chien, qui est le réservoir principal de la leishmaniose, du parasite. D'accord ? Mais ce qui a fait l'objet d'un de mon travail, qui est sur la leishmaniose, on s'est rendu compte que le chat hébergeait aussi le parasite de la leishmaniose. Et dans le sud, on a un petit rongeur qu'on appelle Psamomys obesus, qui lui aussi héberge le parasite de la leishmaniose. Donc vous voyez un peu, les réservoirs se sont diversifiés. Mais le chien reste le principal réservoir. Alors pour ce qui est du chien aussi, en termes de prévention, il faut que les gens le sachent, les propriétaires de chiens notamment, c'est un produit c'est un collier que l'on met autour du cou pour le chien. Il contient un produit qui est répulsif et qui est très très efficace. D'accord. Alors j'allais vous poser la question sur les traitements qui existent aujourd'hui, aussi bien dans le monde qu'en Algérie. Est-ce que vous Alors en Algérie, la prise en charge de la leishmaniose, elle est efficace, dans le sens où on a des dérivés d'antimoine pour l'humain, et on peut utiliser aussi de l'amphotericine B, mais bien sûr ce traitement a un coût, il nécessite des fois des hospitalisations, et donc il y a des effets secondaires des produits qu'on utilise, etc. Donc c'est quand même assez délicat comme prise en charge. Deux petites questions du public que je vous pose. Un chien sauvage est-il plus confronté à la leishmaniose qu'un chien domestique ? Alors oui, je n'utiliserai pas le terme de sauvage, en fait j'utiliserai le terme de chien errant. D'accord. Voilà. Forcément, le chien errant étant livré à lui-même, il n'a pas les mêmes soins que peut apporter un propriétaire de chien, etc. Donc forcément, il sera beaucoup plus exposé. D'accord. Donc forcément, les chiens errants, ce qui justifie les campagnes de prévention et d'abattage des chiens errants, etc. D'accord. Deuxième question, vous parlez de la mondialisation tout à l'heure, de ces effets du climat, et la question est la suivante. Si on voyage beaucoup à travers les continents, quelles sont les mesures préventives à prendre pour se protéger de la leishmaniose? Alors, sachant qu'il n'existe pas de vaccin, du moins chez l'homme, donc les mesures, c'est celles que j'ai citées tout à l'heure, c'est-à-dire de porter des vêtements amples, surtout si on est en zone d'endémie. Sachez que l'Europe du Sud est touchée, l'Espagne, la France, l'Italie, la Grèce, etc. Et l'Afrique du Nord, c'est les zones les plus endémiques dans le bassin méditerranéen. Donc si vous devez vous déplacer dans ces régions-là, sachez qu'il faut prendre les mesures que j'ai citées tout à l'heure, c'est-à-dire ne pas sortir le soir, même si ça paraît illogique. Oui. Mais si on sort, il faut bien se protéger. Appliquer certaines crèmes avec des produits répulsifs, ça existe, d'accord. Et porter des vêtements relativement amples pour éviter toutes les piqûres. Et aussi se munir de moustiquaires, des moustiquaires adaptés au phlébotome, et non pas aux moustiques traditionnels que l'on connaît. Parfait. Merci beaucoup, le docteur Mustafa Djoudi, vétérinaire, professeur à l'école vétérinaire de Blida. Shukran jazilan. Je vous remercie. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci Partagez. à vous de nous avoir suivis pour cette série d'émissions consacrée au principe du One Health. À très vite. Salam. هذا العدد برعاية MSD Santé Animale.